Bonsoir à tous. Ce soir, nous plongeons dans l'histoire d'une femme qui, derrière ses robes scintillantes et ses mélodies immortelles, a porté le poids d'épreuves intimes souvent passées sous silence. Mireille Mathieu, plus de 80 ans aujourd'hui, reste une icône mondiale. Mais derrière l'éclat des projecteurs, sa vie est tissée de deuil, de luttes et de blessures invisibles. Née dans la pauvreté d'Avignon, surnommée affectueusement Bimimi, elle a grandi dans un univers où la survie quotidienne se mêlait à une foi inébranlable et à un rêve qui ne la quittera jamais, chanter. Dès ses premiers jours, Mireille fut enveloppée d'un contraste saisissant. La discipline rude d'un père tailleur de pierre, héritier de 4 générations d'artisans, et la fragilité silencieuse d'une mère marquée par les traumatismes de guerre. Dans cette maison bondée, 14 enfants dans un espace réduit, chaque geste était un combat, chaque jour un exercice de résilience. Et pourtant, la petite fille à la voix claire trouvait refuge dans le chant, comme si chaque note l'arrachait un instant à la dureté du quotidien. En 1950, lors d'une messe de minuit, elle monte timidement sur scène pour interpréter un cantique. En guise de cachet, une simple sucette. Mais dans ses yeux, c'est l'étincelle d'un destin. Ce soir-là, en voyant Édith Piaf à la télévision, elle comprend que sa voix pourrait être sa clé pour échapper à la misère. Le chemin sera toutefois semé d'embûches, dyslexie, redoublement, punition pour sa gaucherie. Elle apprend à écrire de la main droite, mais garde à gauche l'expressivité qui deviendra plus tard sa signature scénique. L'adolescence la jette dans le monde du travail. Usine, bruit métallique des machines, Mistral glacé sur le chemin du retour. Mais même dans cet environnement mécanique, sa voix se détache, réchauffant ses collègues. Une voyante lui prédit qu'elle chantera devant des rois. Un fantasme? Pas pour Mireille, qui s'accroche à cette promesse comme à une bouée. Puis vient la rencontre qui change tout. Johnny Stark, l'impresario surnommé l'Américain. L'homme voit en elle plus qu'une imitatrice de Piaf. Il devine une force brute à façonner. Il l'arrache à l'usine, l'entraîne sur les routes, la propulse sur les plateaux télé et jusqu'à l'Olympia. L'ascension est fulgurante. À 16 ans, elle est déjà surnommée la Piaf d'Avignon. Très vite, elle libère sa famille de la pauvreté, leur offrant maison, voiture et sécurité. Mais derrière cette réussite, une relation complexe se tisse entre elle et Stark. Professionnelle, certes, mais teintée d'une profondeur affective que ni l'un ni l'autre ne définit clairement. La prophétie se réalise. Londres, le Canada, les États-Unis. Elle chante pour la royauté, côtoie Elvis Presley, partage la scène avec Dean Martin et Frank Sinatra. Les paillettes sont réelles, mais le rythme est infernal. En février 1968, un accident de voiture la laisse avec une vertèbre fracturée. Un mot mystérieux. We will get you next time. Retrouvée sur place, ajoute une ombre inquiétante à l'épisode. Elle se relève, plus déterminée que jamais, mais plus consciente aussi de la fragilité de cette vie. La perte de Johnny Stark des années plus tard sera un choc irréversible. Mireille le dira, j'ai perdu ma moitié. Derrière la star mondiale, c'est une femme qui, malgré ses tournées triomphales et ses millions d'albums vendus, reste marquée par le deuil. Ses chansons continuent d'émouvoir, mais pour elle, chanter est aussi un acte de survie, une façon de parler aux absents. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Mireille Mathieu reste droite, digne et mystérieuse. Elle ne livre que des fragments de ses douleurs, préférant que la musique raconte ce que les mots taisent. Son histoire nous rappelle que les légendes ne naissent pas seulement du talent, mais de la capacité à transformer les blessures en lumière. Si vous aimez ces portraits où derrière chaque note se cache un combat, abonnez-vous. Car l'histoire de Mireille Mathieu n'est pas seulement celle d'une voix. C'est celle d'un cœur qui a appris à chanter plus fort que le silence du chagrin. Au mi-temps des années 1980, Mireille Mathieu n'était plus simplement la jeune fille d'Avignon, propulsée sur les scènes du monde. Elle était devenue une institution, une marque, un phénomène culturel. Son image, si soigneusement construite, incarnait à la fois la douceur intemporelle de la chanson française et la rigueur d'une carrière gérée d'une main de fer. Mais derrière les lumières et les ovations, se jouait un combat permanent pour préserver son indépendance dans un milieu où les compromis pouvaient coûter cher. La demande pour ses concerts atteignait des sommets. Les billets se vendaient en quelques heures. Les tournées s'enchaînèrent de l'Asie à l'Europe de l'Est. Et à Paris, notamment au Palais des Congrès en 1986, plus de 100 000 spectateurs se pressèrent pour l'acclamer. Pourtant, les coulisses révélaient une toute autre atmosphère. Tensions contractuelles,
pression des maisons de disques et même un procès retentissant, évalué à plusieurs millions de dollars, qui exposa au grand jour les rapports de force impitoyables de l'industrie musicale. Face à cette tempête, Mireille choisit la voie de l'audace. Plutôt que de se soumettre aux diktats des producteurs, elle fonda Abeline Music, puis Abeline Disc, structure familiale confiée à ses sœurs, afin de conserver la maîtrise totale de son répertoire. Ce geste, rare à l'époque pour une chanteuse de variété, traduisait une vision stratégique, celle d'une artiste refusant que son œuvre lui échappe, même au prix de nouveaux ennemis dans le métier. Mais la carrière de Mireille ne se résume pas à une succession de triomphes publics et de batailles juridiques. Elle est indissociable de la présence d'un homme, Johnny Stark, manager légendaire, surnommé l'Américain pour son style direct et son sens aigu du spectacle. Il fut l'architecte de son image. De la coupe au carré devenue iconique à la fine chaîne autour du cou, qu'il considérait comme le symbole de sa singularité, Stark façonna chaque détail. Son mot d'ordre était clair, « Tu n'es pas Piaf ». Une façon de rompre avec les comparaisons écrasantes et de forger une identité artistique propre. La nature de leur relation a longtemps intrigué. Était-il seulement un mentor ou bien davantage? Mireille, maîtresse dans l'art du non-dit, se contenta un jour de déclarer « Johnny Stark est mon merveilleux ange. Il a vécu pour moi et je chantais pour lui ». Une confession à demi-mot, qui laisse entrevoir une affection profonde et une complicité intime dépassant la stricte sphère professionnelle. Au fil des ans, d'autres histoires sentimentales vinrent ponctuer sa vie sans jamais éclipser l'ombre tutélaire de Stark. Au début des années 1980, elle vécut une romance presque digne d'un scénario hollywoodien avec un homme élégant, issu d'un milieu privilégié. Les tabloïds s'emparèrent de l'histoire, alimentant l'image d'une Mireille enfin prête à se tourner vers une existence plus conventionnelle. Fiancée en 1983, il semblait à un pas de se dire oui, jusqu'à ce que, 3 jours avant la cérémonie, elle rompe. Derrière ce choix brutal, un dilemme profond, renoncer à sa liberté artistique pour une vie familiale stable. Elle choisit son art, comme toujours. À la fin des années 1990, ce fut au tour d'Olivier Mason, figure charismatique de Guerlain, au passé prestigieux et au goût impeccable. Ensemble, ils formaient un couple visuellement éblouissant, évoquant les grands duos du cinéma classique. Mais la réalité des agendas surchargés et des univers professionnels exigeants mit fin à cette union. Les rumeurs, elles, ne s'éteignirent jamais. Alain Delon, Patrick Dufy, un baiser échangé à l'écran. Mireille laissait dire, maintenant intacte, cette aura de mystère qui faisait partie intégrante de son personnage public. Depuis ses débuts, son cercle familial et professionnel avait instauré une barrière infranchissable autour de sa vie privée, offrant à la presse seulement des fragments, jamais la totalité du tableau. Sa vision de l'amour, elle l'a résumée en une phrase, « L'amour est le plus beau sentiment au monde. On n'a pas besoin de se marier pour aimer. » Cette conviction traduit une liberté intérieure rare, surtout dans un milieu où l'image de la femme artiste est souvent corsetée par des attentes traditionnelles. La disparition de Johnny Stark, en 1989, marqua un tournant. Il succomba à une crise cardiaque à 66 ans. Dans son autobiographie, Mireille écrivit dans larmes « J'ai perdu ma moitié ». Au-delà de la perte d'un manager, c'était la fin d'une alliance créative et affective qui avait façonné toute sa carrière. Son tombeau familial à Avignon, où repose Stark, reste le symbole discret mais indélébile de ce lien unique. Aujourd'hui, alors que Mireille a franchi le cap des 80 ans, sa vie apparaît comme une mosaïque de contrastes, triomphe planétaire et sacrifice personnel, romance éphémère et fidélité à une passion exclusive. Elle continue de croire à l'amour tout en affirmant qu'il n'a pas besoin d'être exhibé pour exister. Reste une interrogation, suspendue comme une note qui ne se résout pas. Après la disparition de Johnny Stark, Mireille a-t-elle refermé définitivement la porte de son cœur? Ou bien garde-t-elle, dans le silence de son jardin secret, la possibilité d'un dernier grand amour?